beaucoup d'être avec nous, de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, ce jour, on va aborder la question liée à la Constitution, encore une fois, mais sous un angle un peu différent, parce que nous recevons une personne qui est spécialiste d'un domaine particulier. C'est le professeur Jean Omeonga. Il est donc spécialiste en diplomatie, défense et sécurité. Il est professeur à l'Université de Kinshasa, au département des relations internationales. Il est également directeur du Centre de recherche de géopolitique, géostratégique et développement durable, membre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur adjoint de C4. Professeur, merci et bonjour. Bienvenue à Bon, toi. merci beaucoup, Dan. Ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps. Ouais, mais juste, je vais vous préciser un peu. Oui. Ça dit que je suis coordonnateur adjoint des C4 des professeurs de l'Université de Kinshasa. Parce c'est une structure citoyenne et patriotique qui vient d'être créée par des professeurs, non, il faut différencier avec l'association de la Poukine. C'est une structure patriotique citoyenne qui voudrait réfléchir de manière scientifique, hein, avec méthode, pourquoi nous disons oui, avec un grand oui, au changement de la Constitution. On ne parle pas de la révision ou une forme de révision parce que c'est constitutionnel, mais ici, changement de la Constitution. Voilà, dans ce sens qui est créé cette structure. Et nous avons le cordon qui est André Moulumba, qui est là avec nous. Pardon? Le cordon, il s'appelle André Moulumba. André Moulumba, professeur Ouais. André Moulumba. Oui, professeur André Moulumba. D'accord. Voilà. D'accord. Et nous avons aussi le rapporteur, le professeur Chipé Kadima, et puis mademoiselle, madame Louyeye. Et puis enfin, nous avons aussi le professeur Abdallah, comme membre de la coordination. Et nous avons fait une déclaration dernièrement qui a fait beaucoup de bruit. Nous avons déclaré officiellement notre position claire que nous défendons le changement de la Constitution et que nous avons donné des raisons purement scientifiques et nous avons évité des raisons populistes qui réduit vraiment toute une discussion approfondie sur seulement les mandats, la durée du président de la République, alors que c'est la révision ou la réévaluation d'une institution très importante qui est la Constitution, voire parce qu'il a fait autant de mandats, 3, 4, 5, il faut réévaluer, il faut voir s'il y a des faiblesses et des points forts, parce que c'est toute une génération qui en dépend. Nous sommes en train de partir, et nous, on ne voit pas seulement le président de la République, pour le dire, le mandat, mais nous voyons que comme c'est un acte de citoyen, comme c'est un acte vivant, comme c'est un acte de société, donc la Constitution doit aussi s'adapter aux mutations géopolitiques et géostratégiques. C'est ce que nous disons, la dynamique ou la puissance sociale d'une société. Parce que on sait très bien que beaucoup de gens veulent réduire ça comme s'il y a des préjugés sur juste l'article 220 où on dit qu'on voudrait déverrouiller ça pour parler un peu du mandat ou du troisième mandat du chef de l'État. Mais non, ça dit que comme ça n'a pas été prévu de changement ou une disposition de la Constitution, c'est que nous avons dit oui à voir le changement et demander maintenant au souverain primaire qui avait aussi verrouillé l'article 220, si ce souverain primaire va dire que oui, nous voulons qu'on change, ou non, nous ne voulons pas qu'on change. Nous allons nous incliner selon la décision du souverain primaire. Voilà. Oui, le souverain primaire. Mais professeur, vous avez dit que vous avez fait des propositions entre vous, professeurs, sur le changement de la Constitution, la dynamique, disons, la coordination des professeurs d'université, membres une structure patriotique, de C4. Mais quelles sont les propositions que vous faites, vous, à votre niveau, sur la Constitution? Oui, nous avons dit que la Constitution a vu le jour depuis 2006. Ouais. Ça fait plusieurs mandats.
et que nous avons, toute nation mûre a toujours la mission de réévaluer et se poser des questions ou questionner un peu l'institution qui a fait 5 mandats. Et nous ne disons pas, on ne voit pas seulement, cette structure ne voit pas seulement le 3e ou la durée du mandat du chef de l'État, mais nous voyons l'avenir de toute une nation, voyons toute une nation, et surtout à des contextes particuliers, sécuritaires actuellement. Est-ce qu'il faut-il continuer? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Est-ce qu'il y a des difficultés liées à l'ambiguïté liée à certaines dispositions? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Est-ce qu'on peut voir le forme de l'État centralisé ou fédéralisme? Est-ce qu'il y a le problème du mandat? Est-ce que autant de situations que nous voulons questionner après une longue durée pour voir que non, la Constitution, on peut la remettre. Mais aujourd'hui, donc, il n'y a pas encore de... Vous êtes encore en train de réfléchir sur ce qu'il faudra changer. Vous n'avez pas encore... Non, c'est-à-dire on est en train de réfléchir. Nous donnons des raisons d'abord valables. Et c'est quoi les raisons? C'est ce que j'ai dit. La première chose, la Constitution fait que toute Constitution est un acte de société. Ça se disait Olivier Duhamel, un constitutionnaliste français. Il dit la Constitution est un acte de société. La Constitution, c'est un acte de citoyen. La Constitution, c'est un acte vivant. C'est-à-dire que la Constitution, toute Constitution mondiale ne peut pas être figée par autant d'époques. On peut revoir, mais on ne dit pas qu'on doit changer comme on veut. Mais si le souverain primaire voudrait qu'on change pour au moins arranger certaines dispositions qui peuvent faire évoluer de manière rationnelle une société ou des institutions. Donnez par exemple, nous avons dit, bon, est-ce que vous avez vu vous-même qu'à un moment donné, il y a eu un peu par des malentendus entre le gouverneur et le président de la République concernant la salubrité. Vous voyez ça? Nous prenons des cas comme ça, voir que le président ne peut pas révoquer le gouverneur. Vous voyez ça? Le président ne peut pas révoquer le gouverneur parce que le gouverneur était élu par les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Ça pose un problème. Et deuxième chose, est-ce que vous voyez maintenant qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes sur la décentralisation? Est-ce que la caisse de péréquation, ça marche ou ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Il faut maintenant remettre les choses pour voir pourquoi ça ne marche pas. Et troisième chose, vous voyez par exemple, il y a beaucoup de problèmes au niveau des provinces. Les gouverneurs sont à tout moment déstabilisés. Faut-il laisser le président nommer directement les gouverneurs? C'est tout ça de voir. Nous voulons, est-ce que le président peut, le Premier ministre, si ça va, on dit même s'il n'y a pas de mandat impératif, est-ce que le président peut révoquer d'un coup le Premier ministre? Non, pour l'instant, même s'il y a des manquements, mais parce que nous sommes dans un autre régime d'État. Donc, il y a aussi le problème, par exemple, où est-ce que le président peut, à un moment donné, dire que, écoutez, en réfléchissant, est-ce qu'on peut aller vers un président, un vice-président, et on voit que non, on peut quitter ce régime parlementaire pour aller vers le présidentiel. C'est autant de réflexions qu'il faut mettre sur la table et discuter. Et nous donnons... Donc vous avez constaté qu'il y a des problèmes. C'est que vous évoquez là. Mais ce sont des problèmes. J'ai dit des difficultés qui, parce que vous m'avez posé la question de savoir pourquoi des raisons. Et je vous donne quelques raisons qui peuvent amener les gens à réfléchir sur avec une méthodologie scientifique, voire de l'histoire. Mais si la réflexion vous prouve que la Constitution ne pose pas de problème, est-ce que vous pouvez renoncer à toucher à la Constitution? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire comme, voilà, nous sommes des universitaires et nous pensons que en analysant, en questionnant de manière méthodologique sur le plan juridique, sur le plan des comparaisons des institutions, sur le plan des fonctionnements des institutions, sur le plan historique, si on constate on ne peut pas changer, on ne change pas. Mais là, nous avons vu les groupes de professeurs patriotiques et que nous avons, surtout citoyennes, par rapport aux déclarations de ces 4 qui voudraient qu'on change la Constitution, nous sommes pris cette décision pour dire que oui, après avoir examiné certaines difficultés du fonctionnement de la Constitution,
on peut toujours changer pour mettre les rails, mettre la Constitution dans une bonne démarche fonctionnelle. Vous voyez ça? Donc nous, c'est comme ça que nous avons dit que nous devons dire oui au changement de la Constitution parce que la Constitution doit s'adapter à certaines réalités politiques, à certaines mutations géopolitiques et géostratégiques de la société. C'est pourquoi nous avons dit non, on ne peut pas dire que non, rien n'empêche qu'on change une Constitution. Mais l'article 220, professeur, est verrouillé. Oui, l'article mais 220, c'est verrouillé. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis. C'est-à-dire que dans l'article, il faut. Pourquoi parce que malheureusement, on est ensemble. Oui. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de l'article 220, parce que dans les 220, il n'y a pas seulement l'histoire des durées des mandats. Il y a d'autres dispositions. Oui. Par exemple, la forme de l'État, il y a aussi la gouvernance. Mais c'est pourquoi, même dans la discussion, il faut vous étonner que peut-être si on regarde que non, les mandats peuvent toujours rester, le mandat reste. Mais nous pensons, ce qui est important, nous pensons principalement que nous devons changer. Mais c'est interdit, cette Constitution Non, ne non. permet pas qu'on puisse... Mais cette la Constitution Constitution a prévu la révision. Mais pas le changement. Mais pas le changement. Ouais. Comme ce n'est pas prévu dans la Constitution, c'est pourquoi nous voulons interroger quelqu'un qui a verrouillé. Qui a verrouillé la Constitution de 2006? Le peuple. C'est le peuple. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas le président qui doit dire oui à le changement. On va questionner celui qui avait verrouillé le souverain primaire. Mais l'article 64 dit que toute tentative de renversement du régime constitutionnel... Non, mais là il n'y a pas de tentative d'utiliser la force. Non, si on change la Constitution, on renverse les régimes. Non. Là, on ne renverse pas les régimes. Parce que le régime constitutionnel. Non, j'ai dit ceci. Je crois que je suis clair. Oui. Vous avez dit qu'il a verrouillé la Constitution de 2006. Le peuple. Les peuples. C'est pourquoi, pour déverrouiller ça, nous partons. C'est pourquoi il y a quand même la loi cadre qui a été organique de référendum, a été votée dernièrement par les députés. Pour moi, quelles sont les modalités d'organisation, comment on va faire des élections, autant de choses comme ça. Mais ici, nous disons qu'il n'y aura pas une autorité qui va dire faisons ça, sans toutefois questionner la personne qui a verrouillé le 220. L'opposition vient d'annoncer qu'elle déposera plainte contre M. Félix Tshisekedi pour coup d'État constitutionnel le 9 juin prochain. Pourquoi que la plainte a quel fondement? Ils disent que voilà, c'est une tentative du renversement du régime constitutionnel. Ah non, mais c'est pourquoi je vous explique. On dirait comme si le président de la République s'est réveillé un matin, il dit bon voilà, moi je change la Constitution. Il dit clairement que nous allons mettre une commission qui va voir la faisabilité et après nous allons interroger les souverains primaires, c'est-à-dire les pouvoirs suprêmes, pour des genres de décisions constitutionnelles. C'est le peuple. Mais je ne sais pas quel argument ils utilisent qu'ils déposent une plainte contre le président de la République. Je ne sais pas. Je ne comprends pas bien. Bien que je ne suis pas juriste, mais je ne comprends pas politiquement, parce que politiquement, les présidents... Ils considèrent que changer la Constitution, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État et... Vous savez ce qu'on appelle un coup d'État? Un coup d'État constitutionnel. Non, un coup d'État, ça dit que d'un coup, le président s'est réveillé le matin et dit bon, moi, je veux qu'on fasse ça. Et on utilise la force publique et on met des choses en main et ça marche. Ou bien il y a quelqu'un qui vient directement dire que non, dès matin, voilà, nous voulons changer tel article. Mais ici, il y a ce qui est prévu, ce qui prévoit toujours la société pour la Constitution, c'est les référendums. C'est-à-dire que dans le cas de telles choses, des changements, on se réfère au souverain primaire. À moins qu'il il peut aller poser le plainte contre les souverains primaires. Hein, parce que le président n'a jamais dit que je vais changer la Constitution sans toutefois demander l'avis du souverain primaire. Bon, professeur, on va avancer. Oui. L'opposition a décrété une journée ville morte. Selon vous, c'était comment? C'était réussi ou c'était un échec? Non, mais de toutes les façons, c'était quelque chose annoncé à l'avance qu'il y aura un échec. C'est un échec? Oui, pourquoi un échec? Oui, pourquoi un échec? D'abord, les raisons même de la ville morte n'ont pas été expliquées.
Parce que la population a compris comme si quelque chose qui est uniquement lié au changement de la Constitution. Mais c'est clair. Non. C'est clair, c'est ce qu'ils Non, ont dit. non, Ils ont dit que les régimes en place changer la Constitution. Est-ce que vraiment on peut faire une journée morte essentiellement pour empêcher le changement de la Constitution et puis paralyser toutes les activités de la vie de la société ou de la nation? Parce que selon eux, monsieur le président veut s'éterniser au pouvoir. Non, mais c'est pourquoi nous, dans les C4 de professeurs, nous voulons expliquer clairement de manière scientifique pourquoi nous devons changer la Constitution C4, appuyer les C4 pour le changement de la Constitution. Et puis, deuxième raison pour que ça ait un échec. La première raison, c'est que l'explication a été mal donnée. C'est comme si tout se revenait sur le mandat ou le changement de la Constitution. Deuxième chose, actuellement, on a vu que les opposants qui ont appelé à manifester n'étaient pas dans la logique démocratique. C'est quelle logique alors? C'est-à-dire qu'on peut appeler que pouvez vous exprimer, dire à la population de sortir à la rue s'exprimer, mais pas de casser. Mais ils disent que... Ils ont cassé. Ils ont fait tout simplement de menacer que non, c'est lui qui ne peut pas, qui va sortir, on va les casser. Tous les véhicules qui vont sortir, on va brûler. Ça, ce n'est plus dans la logique démocratique. C'est une raison aussi de l'échec. Parce que la force publique est là. La troisième raison, c'est parce que les gens ne comprennent pas comment, au moment où le président a besoin de tout le monde derrière lui pour au moins finir avec l'enjeu à l'Est. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux à l'Est où on voudrait la balkanisation et d'une chose, on voudrait la patrie est en danger et troisième chose, il y a la souveraineté qui voudrait être entamée. Et surtout, les gens n'ont pas compris pourquoi ces gens-là n'appellent pas ou ne condamnent pas l'agression à l'Est, ne condamnent pas Kagame, ne condamnent pas Nanga. Ils ne condamnent pas, vous êtes sûr? Non, les gens de l'opposition, qui, par exemple, donnez-moi un exemple qui a condamné officiellement. Il n'y a aucun opposant? Non, je crois que c'est ces gens... Mais si vous lisez leur déclaration, ils ont condamné l'occupation du territoire. Non, occupation. Occupation rwandaise, ougandaise et zambienne. Oui, mais vous voyez ça, c'est une condamnation d'une manière générale. Il faut citer les meneurs des jeux. Ils ont cité le Rwanda. Non, mais le Rwanda, est-ce que c'est seulement le Rwanda qui est là-bas? C'est seulement l'Ouganda qui est là-bas. L'Ouganda, c'est seulement... La Zambie. La Zambie. La Zambie aussi. Non. C'est-à-dire qu'ici, oui, il faut citer les acteurs étatiques et non étatiques qui soutiennent la rébellion et les individus qui soutiennent la rébellion. Voilà. C'est pourquoi nous avons dit, même pour peut-être, je pense qu'on pourrait être plus général, nous avons dit que même pour l'histoire du dialogue que les gens demandent, l'opposition demande, le président a dit clairement que nous voulons les dialogues, mais nous devons dialoguer avec les gens qui condamnent l'agression, qui condamnent les individus qui combattent la souveraineté, les individus qui cherchent à balkaniser le pays. Il faut les condamner clairement, par leur nom. Il y a un moment donné, vous voyez ça, le problème c'est très difficile. Il faut citer Kagame, c'est ce qui manque. Il faut citer Kagame. C'est ce qui manque. S'il faut citer Kagame, dit que non, ça ne va pas. Et les seules personnes qui ont commencé à citer le nom de Kagame, il a cité le nom de l'ancien président aussi, qui les gens, à un moment donné, ont oublié. Mais ils disent les gens ont oublié que non, c'était des préjugés. Mais à fin de compte, on a vu l'individu lui-même faire des déclarations par son conseiller en disant que nous avons les mêmes aspirations que la rébellion et que nous avons les mêmes objectifs. Vous vous souvenez, vous êtes des journalistes. Il y a eu de telles déclarations. Et les gens ont donné raison au président de la République en disant « Ah, tiens, même les gens ont supposé que ce n'était pas vrai. » Et en fin de compte, les chefs, Kagame lui-même aussi,
a dit le problème de l'Est, ce n'est pas moi, c'est l'ancien président de la République. Mais ils disent aussi que le président actuel qualifiait Kagame d'être son frère. Et il a même amené ici à Kinshasa, on a chanté pour lui au Stade des Martyrs, et que c'est lui qui serait plutôt proche de Kagame. Non, je pense que, honnêtement, mais sur le plan africain, on peut s'appeler des frères, pas se dire biologique. Moi, je peux appeler un frère ougandais, un frère à moi. Même une personne qui est accusée d'avoir tué. Non, voilà ce que je n'arrive là-bas. C'est ce que le président disait que non, on s'est abusé un peu de sa confiance, de sa volonté. Parce qu'il est arrivé au pouvoir. Il a voulu la première chose, c'est un peu le plan diplomatique. Quand vous arrivez au pouvoir, la première chose, c'est faire l'ossature des bons voisinages. Et le président l'a fait. Il a fait des voyages parmi tous les pays là pour engager par rapport à nos déterminants géopolitiques, engager des coopérations régionales ou bilatérales ou multilatérales. C'est pourquoi il a été même au Rwanda, il a contacté Paul Kagame, qu'il a appelé à l'époque son frère, pour dire que non, nous devons travailler ensemble, bien qu'on va voir comment on peut collaborer d'une manière bilatérale et voir dans quelle mesure on peut avancer les coopérations respectives, donc les développements respectifs. Oui. Mais malheureusement, l'autre a cru que le président avait peur de lui, il était de mauvaise foi. Il fait de mauvaise foi. Pour vous dire que les gens qui ont dit que le président l'a appelé un frère, ce n'est pas quelque chose de démesuré, mais le président a voulu montrer que non, son problème c'était comment faire avancer la nation par la coopération, par des relations de bon voisinage. Mais l'autre en a abusé, parce que le président a touché là où les autres n'ont pas touché. C'est-à-dire de voir la transparence de la coopération et surtout voir comment les minéraux étaient exploités. Et le monsieur croyait, comme nous avons fait 18 ans avec une exploitation illégale de nos minéraux, où on a laissé la sécurité, le Rwanda et l'Ouganda essayer de sécuriser l'Est avec les propres armées, avec cette histoire que vous connaissez très bien, le mixage ou le brassage. Vous voyez ça? Avec cette histoire le prétexte des FDLR. Et il pensait que le président Tshisekedi devait continuer dans cette logique-là. Alors, les opposants disent en tant que nationaliste, il a dit non, on ne peut pas continuer dans ce sens de laisser les opposants disent aussi que changer la constitution dans ce contexte, ça serait balkaniser le pays parce qu'une partie est entre les mains du Rwanda et de... Non, mais j'ai entendu ce discours-là, que non, ça risque de formaliser si... Non. La balkanisation. Non. Mais, vous savez... Oui. Non. C'est comme si le président de la République a oublié l'enjeu de l'Est. Non, il n'a pas oublié. Au moins, les gens qui ont des lunettes de droite, pour ne pas voir ce qui se passe à l'Est là-bas, qu'il y a quand même un changement. Le président a mis en contribution nos ressources stratégiques par une diplomatie économique, par une diplomatie environnementale, par une diplomatie de défense. Donc, toute cette diplomatie-là converge à voir avec ce que nous avons vu avec les États-Unis. Et d'ailleurs, avant, il y a des gens qui critiquaient le président de la République. Pourquoi le Rwanda nous donnait des pions alors que le Rwanda n'a rien? Et maintenant, avec succès, le président de la République a renversé la vapeur. Aujourd'hui, toute la communauté internationale condamne le Rwanda et sanctionne le Rwanda. On peut commencer par quoi, professeur? On commence par libérer les autres territoires occupés ou bien on commence par le changement de la Constitution? Non, mais le président de la République, c'est un gestionnaire national. Oui. Pourquoi vous pensez qu'il doit seulement s'occuper de l'enjeu de l'Est et il oublie... Mais c'est le Congo. Non, je dis pas c'est le Congo. C'est pour dire un gestionnaire national, c'est-à-dire qu'il a plusieurs facettes, il doit tenir. Il doit voir l'enjeu à l'Est,
il doit avoir les bons fonctionnements des institutions, il doit avoir comment on peut réévaluer la situation. Lui, c'est ses attributions de voir ça. Donc, il ne faut pas rester figé. Mais on commence par quoi? Pardon? On commence par libérer les zones occupées. Ou on peut faire les deux. On peut faire les deux en même temps. Voilà. Et cela, ce n'est pas pour autant dire que non, on a oublié l'Est. Et il y a est-ce que vous dites? Prenez les débuts du mandat du président de la République et jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution à l'Est sur le plan des terrains, des guerres, ou il n'y en a pas? Évolution positive ou négative? Pardon? Évolution positive ou négative? Non, évolution positive. Comment vous vous rendez qu'aujourd'hui, je ne sais pas, on est en train d'abord d'aller vers la zone stratégique de Lubaya, vous connaissez ça? Quand il prend le pouvoir en 2019, Goma n'était pas occupé par l'armée rwandaise. Oui, mais... Bukavu non plus. Non, mais là mais aujourd'hui, c'est... On ne peut pas entrer dans des considérations historiques parce que moi-même, je connais beaucoup de choses. C'est-à-dire que si moi, je l'avais soutenu, je crois qu'avec vous, vous m'avez demandé cette question. Oui. J'avais dit que je soutenais le président de la République de ne pas déclarer une guerre contre le Rwanda à cette époque-là parce que les terrains étaient minés. Et maintenant, les gens donnent raison au président de la République parce qu'il y a eu... Tout était trahi. Et toutes les zones de commandement de l'Est étaient par des zones occupées par les gens, je disais, les gens des nationalités douteuses. Je vous disais ça à un moment donné, que non, les présidents ne peuvent pas faire la guerre. Il a compris parce qu'à chaque fois qu'on occupait ou on prenait une localité, 2 jours après, on revient à la même chose. Et après, on envoie les gens avec des munitions et on abandonne les munitions. C'est ça ce qui était. Et maintenant... Et j'ai fait une proposition et que je suis très heureux d'avoir que ça accompagne. J'avais dit qu'il fallait, sous l'enjeu de l'Est, il fallait créer une force spéciale. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une force spéciale. Vous voyez ça? Et j'avais dit qu'il fallait voir autrement diplomatiquement les choses. On a compris, on a utilisé la diplomatie minière actuellement. On a utilisé la diplomatie de défense. On a utilisé la diplomatie environnementale. Et ça a changé la forme. La raison pour laquelle nous avons remis le pays sur les rails internationaux et le pays infréquentable. Et que le pays infréquentable, et par rapport à ces minéraux stratégiques, à ces 3 diplomaties, nous amenons une guerre et le Rwanda est par terre actuellement. Diplomatie minière, diplomatie environnementale. Oui, et diplomatie de défense. Diplomatie de défense. Voilà. Mais la diplomatie de défense, ça dit que... Et nous avons à l'intérieur, et ce qu'est en train de faire le ministre de la Défense, vraiment très heureux parce qu'il a sillonné presque tous les pays voisins en Afrique et ailleurs pour chercher à comment renforcer la coopération militaire. Deuxième chose, comment il faut renforcer les équipements liés technologiquement à la guerre asymétrique, c'est-à-dire que la guerre asymétrique, et comment on peut renforcer le renseignement militaire avec une technologie de pointe et aussi à former les gens, même les militaires, dans la négociation. Ça, c'est la diplomatie de défense. C'est-à-dire qu'on voulait voir comment on peut mettre en contribution le personnel, nos idées pour avoir des équipements, avoir la logistique, mettre l'expertise et la coopération. Mais si on change la Constitution aujourd'hui, professeur, oui. Est-ce que ça va nous garantir qu'il n'y ait plus de rébellions, qu'il n'y ait plus d'attaques, qu'il n'y ait plus d'agression de la part des États étrangers? Non, mais ne prenez pas c'est-à-dire que ne prenez pas comme le changement de la Constitution lié à la fin de la guerre. Parce que la fin de la guerre, c'est aussi un élément important que le président, comme je dis, un enjeu. Un enjeu, c'est-à-dire qu'il faut que le président, c'est un défi qui va relever avant, même je crois que d'ici décembre, on n'aura pas à parler de la guerre. D'ici décembre 2026. Oui, 2026, je crois qu'on n'aura pas. Vous êtes sûr? Oui, vous allez me donner raison. Mais lui-même a dit qu'il ne savait pas, c'est Dieu seul qui sait quand est-ce que... Non, mais lui c'est un chef, mais moi... On lui a posé la question... Moi je suis un technicien, je suis un géopoliticien. Mais quels sont les éléments que vous avez en votre possession qui vous... Pardon? C'est quoi les éléments qui démontrent que... Je peux l'annoncer à travers toutes mes plateformes. Non, les éléments sont probants, je vous ai dit. Oui. Je vous ai dit. Sur le plan diplomatique, oui. À un moment donné, c'est le Rwanda qui marchait. C'est la voix du Rwanda qui était écoutée. C'est le Rwanda qui, chez partout, avec les Anglais, avec l'Union européenne, avec les Américains, avec les pays voisins.
C'était comme ça. Mais comme il a mis cette diplomatie dynamique liée sur les ressources stratégiques, diplomatie minière, avec des analyses géopolitiques minérales, je pense que la situation a changé sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, les Américains, bien qu'ils sont un peu dans les convictions, petit à petit, ils ont changé la situation à l'Est. Vous avez vu quand l'Ovira a été envahi, la voix du gouvernement américain, ça a fait reculer. Ils n'ont pas envoyé des militaires, ils n'ont pas envoyé des combattants, des soldats là-bas. Donc, on a vu que non, nous avons vu par la force de notre diplomatie changer la situation là-bas. Là, il faut féliciter la dame et le président de la République. Et sur le plan, comme je dis, la diplomatie de défense. Aujourd'hui, vous savez très bien que nous avons des drones, non? Avant, est-ce que vous avez on parlait de drones? Maintenant, nous avons des drones sophistiqués qui surveillent l'espace. Mais pourquoi on peut toujours tirer là il faut et atteindre les cibles. Mais on a signé les cessez-le-feu. On a signé les cessez-le-feu à Doha, on a signé les cessez-le-feu. Oui, mais les cessez-le-feu à Doha, en Suisse, on a décidé. Non, oui, mais les problèmes, c'est pourquoi je dis, quand on regarde, et c'est ce qui est important, c'est ça qu'il faut voir. Là, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas pour autant que, parce qu'on signe des accords de Washington, on va d'une manière en blaguant à Doha ou à Évreux, que le gouvernement baisse les bras pour au moins utiliser la diplomatie de défense. Ce n'est pas pour autant que parce qu'on fait des analyses, on fait des deals avec les Américains, que vous croyez que le gouvernement ne travaille pas pour consolider ou renforcer sa capacité de puissance. Mais ça fait une année que ces accords ont été signés. Vous savez, c'est ça justement. La guerre commence facilement, mais ça finit difficilement. Et je pense, les Rwandais, ils savent très bien, comme disait Mouzé, vous allez voir que cette guerre peut être longue et populaire. Parce que le président de la République, il est gentil parce qu'il n'a pas encore appelé à la mobilisation totale pour faire une guerre. Et les dernières guerres, d'air comme on l'appelle, et que tout le monde attaque. Tu sais que la société civile, la défense civile n'est pas encore mise à contribution. Il n'y a que les institutions militaires. Nous acceptons nos amis et nos frères vandalistes pour qu'ils nous aident, tout ça comme ça. Mais d'autres les civils, qui a aussi une défense, une stratégie de défense civile, comme on dit, n'est pas contribution, comme Mouzé l'a fait en Djili. Il a donné seulement l'ordre et que ce sont les jeunes gens d'Ndjili qui se sont battus avec les Rwandais, avec des couteaux, avec des bâtons, avec des machettes. Il n'y avait pas l'utilisation des armes en feu. Vous voyez ça, c'est ça ce que je dis de la défense civile. Vous voyez ça. Donc, ce n'est pas pour dire que la guerre a fait une année et qu'on ne peut pas arriver à la fin de la guerre. Et cette guerre ici, je vous ai dit que c'était déjà miné au départ. Le premier mandat du président de la République, croyant, comme il a dit lui-même, qu'on lui a beaucoup menti. Il a dit ça, non? Il lui a beaucoup menti. Effectivement, il a raison, parce qu'il ne savait pas, il avait fait confiance aux généraux qu'il a trouvés, alors que ces généraux-là, ils étaient déjà, presque tout le monde était dans les poches de nos ennemis, et de nos adversaires. Ils étaient dans les poches parce qu'à chaque fois, c'est tel général qui a pris ça, tel général qui a pris ça, tel général donné, il a vendu les plans, des choses comme ça. Donc il fallait qu'il essaie de purger d'abord au niveau de l'armée, qu'il essaie de renouveler les équipements, qu'il essaie de former, comme je dis, le conseil spécial, qu'il essaie maintenant de coopérer, avoir d'autres coopérations militaires techniques pour mener une guerre qui actuellement ça commence. Donc, ce n'est pas toute une année qu'il a commencé la guerre. Oui. Oui, mais est-ce que cette guerre, cette constitution a-t-elle favorisé quelque part l'agression ou l'attaque de l'espace de l'Est du Congo? Est-ce que cette constitution y est pour quelque chose ou elle est totalement... Oui, mais il y a des dispositions. Il y a certaines dispositions qui ne permettent pas au président d'agir un peu vite parce que tout ça est lié, c'est comme une chaîne. Hein, comme une chaîne. C'est-à-dire que... Mais ce n'est pas parce qu'on dit que si les changements de la Constitution, on fait les changements de la Constitution, qu'on voit seulement la guerre. Le changement de la Constitution, c'est tout simplement le fait de lier
notre institution par rapport à la dynamique sociale. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui n'ont pas pu marcher, mais qui nous devaient faire marcher avec pour d'autres générations. Vous autres, quand vous serez déjà des grandes personnes, vous allez trouver que non, certaines dispositions, c'était pas bon et d'autres dispositions étaient mauvaises. Quand vous dites que non, c'est encore réduire cette situation. Quand vous dites que non, est-ce qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui bloquent la fin de la guerre? C'est ce que vous me demandez? Non, ce n'est pas, il faut voir comme ça. Il y a certaines choses qui freinent un peu. Vous savez qu'il y a certains articles, moi je ne lis pas tous les articles, mais il y a quand même certains articles qui disent que non, il faut donner une partie de la terre à l'Union européenne, à l'Union africaine, et des choses comme ça. Article 217. Voilà, c'est des choses comme ça. Et deuxième chose, il faut voilà. Et même là, vous voyez dans la motivation, cette constitution s'était dit que bon, voilà, on ne doit pas prendre le pouvoir par la force. Et les gens là, ils voulaient prendre le pouvoir par la force. Ils ont utilisé la force. Pourquoi aller à l'Est, prendre l'Est, même si on est frustré, alors au lieu de se battre démocratiquement? C'est pourquoi moi je ne comprends pas. Il y a dans nos amis, par exemple, que je trouvais des muséistes, des gens qui sont venus avec Kabila. Vous savez que Kabila, Laurent Désiré Kabila a été tué parce qu'il voulait défendre la souveraineté. Et nous avons, moi, que vous voyez ici devant moi, j'étais le pionnier de l'installation de la MONUC. C'est-à-dire que l'installation, nous avons fait l'état, comment on l'appelle, l'état des sièges, c'est-à-dire que les gens qui ont installé la MONUC ici, et nous avons dit, nous avons insisté sur qu'il n'y ait pas de zone tampon. Et avant de mourir, il a dit, nous ne devons pas être esclaves des Tutsis parce qu'il faut les combattre, ces gens, même avec des flèches, même avec des moyens traditionnels. Ça, c'est musée. Mais je suis surpris qu'il y a certaines personnes de cette audience-là qui sont même à l'aise pour combattre maintenant la souveraineté, pour chercher la balkanisation. Et je suis sûr que le musée, là où il les regarde avec mépris. Vous voyez ça? Donc, je pense qu'il ne faut pas lier le changement de la Constitution directement à la fin de la guerre. Ça, c'est vraiment réduire les idées toute une génération seulement à la guerre. C'est sûr que la guerre va finir. Si la guerre finit et que certaines choses, les dispositions, qui ne marchaient pas, il faut attendre que la guerre finisse et puis on prend et on commence. Non. On peut faire les deux en même temps parce que c'est un gestionnaire national dire que je termine ici, je termine ici, je termine ici. Bon, on dit bon, il faut réduire par exemple les traits des institutions. Mais pourquoi on n'a pas dit non, il faut changer la Constitution. Non, il faut dire que non, il faut maintenant, il faut consolider les services nationaux. Pourquoi on fait la guerre? On apprend également que l'accord de Washington, puisqu'on en parle, impose qu'on puisse changer la Constitution. Vous êtes spécialiste, professeur, de la diplomatie. Vous dites quoi? Vous êtes spécialiste en diplomatie. Oui. On apprend que l'accord impose qu'on puisse changer la Constitution. C'est ce qu'on apprend certaines... L'accord de Washington prévoit qu'on change la Constitution. Prévoit que la RDC change la Constitution. Est-ce que cela est vrai? Non, je ne crois pas. J'ai compris d'autres choses que non, et l'accord voudrait que non, qu'on ne change pas la Constitution, mais je crois que sur le plan international, je crois que les États-Unis ne pouvaient pas s'ingérer. Ils peuvent donner des conseils en disant que nous voulons qu'il y ait la révision ou nous voulons qu'il y ait la Constitution et qu'il y ait le changement de la Constitution, mais dire que nous voulons... Et ça, même les présidents, il y a parfois cette Union européenne. Les Français, les gens qui disaient non, par exemple, précisément la France, qui disaient que non, il faut qu'on arrête l'histoire des changements de la Constitution. Mais le président a déjà répondu ça plusieurs fois. Il dit, je ne refuse pas à discuter avec mes frères, mais il faut que ces frères-là soient transparents avec lui, qu'il y ait le même combat, la même vision vis-à-vis de l'enjeu de l'Est. Si ces gens-là dénoncent, si je la condamne, on va discuter entre les frères. Pourquoi prendre seulement les armes, chercher la déstabilisation, la balkanisation et
forcer les dialogues en disant que non, par les dialogues, malgré qu'on a tué des millions et des millions, il faut maintenant tout de suite là qu'il faut revenir et on dit non, parce que nous avons pris les armes, toi tu dois être Premier ministre, vous devez être chargé de logistique. Et alors, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. On apprend également que Macron aurait appelé le chef de l'État pour lui conseiller de ne pas aller dans cette voie-là de changement de la Constitution parce que elle sera déstabilisatrice de la... Non, je crois que c'est ce que je vous dis. Il a déjà répondu, il a dit, écoutez, nous, il ne refuse pas les dialogues entre nous. Avec Macron. Oui, mais on ne refuse pas les dialogues avec Macron, mais ça dit même pour le changement de la Constitution. Quand je vous dis ici, peut-être que vous n'avez pas fait attention, les gens que j'ai cités ici, Alain Duhamel, c'était un Français. Oui. Quand François Mitterrand disait que on ne peut pas cadenasser toute une société par des considérations juridiques. C'est Mitterrand, c'est un grand homme d'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va s'arrêter, on va réévaluer, voir s'il y a adaptabilité politique aux réalités sociales ou pas. On va s'adapter à certaines mutations géopolitiques. Mais la petite différence, c'est que ceux qui défendent aujourd'hui le changement de la Constitution étaient ceux qui s'opposaient hier au changement de la Constitution sous Kabila. J'en veux pour exemple l'UDPS, oui. Le président Félix Tshisekedi lui-même et toute l'opposition de l'époque. Oui. Ils étaient dans un combat pour la défense de cette Constitution. Il y a même une phrase du président Tshisekedi à l'époque dans l'opposition qui disait « La Constitution n'a pas de problème, c'est les problèmes d'hommes que nous avons. » Et puis après sa gestion, il a découvert deux choses. Que non seulement... Donc il s'était trompé. Alors. Non, pas se tromper, mais on peut toujours... Vous savez, le problème, c'est que quand on gère, on a d'autres informations qu'on n'en a pas, on n'en avait pas. Deuxième chose, par votre charisme, par votre façon de travailler, vous découvrez de nouvelles choses qui vous obligent à la dynamique. Des changements de constitution. Que vous avez, non, à la dynamique. C'est-à-dire qu'à changer quelque chose. Et vous savez, quand vous dites ça, l'IDPS, ça se dit, mais l'IDPS aussi, moi j'ai suivi aussi l'IDPS parce que je suis très bien avec, j'ai vraiment, j'accepte, j'ai toujours admiré les combats de l'IDPS. Vous avez combattu l'IDPS aussi? Non, pardon, je dis ceci. Combattu l'IDPS comment? Vous avez été contre l'UDPS à un moment donné, vous avez été opposé à l'UDPS à un moment donné de votre parcours. C'est pourquoi j'ai dit dans le parcours politique, il ne faut pas qu'on soit stationnaire au statu quo. Politique Moi, par exemple, oui. Moi, j'étais dans les PRP, parti des Mouzé Laurent Désiré Kabila. Avec Joseph Kabila. Non, j'arrive. Joseph Kabila aussi. Écoute-moi, non. Allez-y. Nous étions dans les PRP, c'est-à-dire l'instrument politique de Laurent Désiré Kabila. Et nous avons soutenu, pas idéologiquement, mais nous avons soutenu politiquement le Joseph Kabila pendant 18 ans. Et la preuve, parce que ce sont des secrets d'État, vous allez vous rendre, mon ami, qu'aucun membre du PRP a été nommé ministre, même mandataire pendant 18 ans. Et parfois, il y avait même 47 ministres de FCC, mais aucun membre, ce n'est pas la compétence qui manquait. Pourquoi il vous... Ah oui, voilà ça. Voilà ça. Et vous allez voir aussi, quand vous êtes tué, les services nationaux étaient bloqués, remplacés par Munanga, comment on appelle ça? Mukanga-Lonzo. Ce sont des idéologies fondamentales, des idées phares de Laurent Désiré Kabila ont été abattues. C'est oublié. Et nous espérons, comme moi, je suis très content et fier du président Tshisekedi. Aujourd'hui, il a consolidé les services nationaux. Un élément important, un élément du dispositif de la politique de défense de Laurent Désiré Kabila et social. Aujourd'hui, si le président voudrait, il peut, avec le général Kassongo, que j'apprécie beaucoup, ouvrir des cantines populaires avec cette histoire de sacs de riz, sacs de maïs. C'est ce que Mouzé voulait. Avec les services nationaux, on peut nourrir les gens qui n'ont pas les moyens, avec des prix dérisoires, comme on vendait les étudiants, des choses comme ça. Très bien. Vous voyez ça? Professeur, on est à la fin de l'émission. Il nous reste un peu plus d'une minute. Oui. Je voudrais poser une question qui touche particulièrement le président de la République lui-même. On espère qu'il va nous suivre.
Professeur, si vous deviez donner un conseil sincère au président de la République maintenant, Oui. ça serait quel conseil? Oui, d'abord la première chose, Oui. sur le plan diplomatique, je voulais dire que non, qu'il continue à consolider et à renforcer ses capacités diplomatiques. C'est-à-dire que les gens comme il y en a, les gens qui ont de l'expérience, les gens qui ont de l'expertise, les gens qui ont carnet d'adresses, les gens qui, disons, qui s'épanchent plus sur l'expertise et l'expérience, carnet d'adresse, plutôt que sur le poids politique. Ça, c'est un. Donc, mettre les gens à la place qu'il faut. Deuxième chose, sur le plan sécuritaire, donc je suis d'avis avec le ministre de la Défense, qui est soutenu par le président de la République, de consolider la diplomatie de défense. C'est-à-dire toujours chercher à renforcer sa capacité de feu par des moyens sophistiqués de l'époque. C'est-à-dire par des drones, par de la renseignement aussi, qui va renseignement en haut, qui voit de loin et qui empêche aussi, qui capte tout à la fois, c'est la technologie. Donc sur le plan social, je pense qu'il l'a fait, je lui conseillais, je lui ai dit quand il était dans le deuxième mandat, c'est le trait de vie des institutions. Qui est toujours un peu exorbitant. Voilà, exactement. C'est pourquoi vous m'avez demandé des conseils. Oui. De regarder, d'être un peu regardant sur les traits de vie des institutions. Réduire sensiblement. C'est-à-dire que sensiblement, voir qu'il n'y ait pas beaucoup de tensions salariales. Oui. Il y a d'autres qui touchent 28 000. Il y a d'autres 21 000. 21 000. Certaines institutions, semble-t-il, ou d'autres qui touchent moins de $500, $200. Alors, $100 même. Mais voilà, $100, c'est un aspect social très important que le président peut toujours travailler sur ça. Et regarder aussi ce qu'on dit, la politique publique. Politique publique. C'est-à-dire que l'électricité, l'eau. Là, de ce côté-là, c'est encore faible. Hein? Non, oui, ce côté-là, il faut renforcer. J'ai dit, vous m'avez dit de conseiller. Bien sûr. Ça dit qu'il faut être honnête. Ça dit que ce côté-là, il y a encore des difficultés, mais je pense, peut-être, comme on a dit, il a été trop pris par l'enjeu de l'Est. Et vous avez vu qu'on a augmenté et la programmation de défense, tout ça, l'argent aussi, c'est pour de l'argent. Parce que moi, j'étais surpris aussi que les gens les critiquaient sur le plan diplomatique, quand la diplomatie, c'est l'argent. Donc, sur le plan, comme dit, social, voilà. Et sur le plan de l'éducation, essayer de voir comment, parce que vous savez que le pays, pour tuer un pays, s'il faut abîmer son éducation, système éducatif. Il faut qu'on voit ces côtés-là, une dynamique, une étude sérieuse pour remonter la capacité d'éducation au niveau des conditions sociales des professeurs, non seulement pour ces universités, les professeurs des secondaires, tout ça, pour que ces gens qui encadrent et qui forment les cadres de demain soient dans de bonnes conditions pour que l'enseignement, l'éducation marche. Est-ce qu'il faut mieux que son prédécesseur? De l'éducation? Non, dans tous les deux secteurs que vous citez. Est-ce que le président fait mieux que... Mais oui, mais moi je vous ai dit... Joseph Kabila. Mais oui, mais je vous ai dit... Actuellement, je pense à actuellement, vous avez dit la consolidation du service national. Tu sais que le service national, ce n'est pas tout simplement produit de farine, mais ça aide aussi à la fabrication de la jeunesse, de tous les gens qui étaient délivrés ici, les jeunesses là. Maintenant, ils apprennent le métier. Et le métier, non seulement ils apprennent le métier, mais ils consolident la nation, parce que quand on sort de là-bas, on voit que la nation, on voit que la patrie. On parle de Lingala, on parle de Chiluba, on parle de Swahili, on parle de Titetela, tout ça là-bas, c'est un élément important. Et nous avons vu sur l'histoire de l'enseignement, je crois que la gratuité de l'enseignement aussi, c'était important. Et nous avons vu aussi au niveau de la construction des bâtiments universitaires qui, depuis longtemps, depuis l'époque de la Belgique, on n'a jamais conçu, on n'a jamais vu des histoires comme ça. Vous allez à l'IPEN, les bâtiments construits. Vous avez à l'université de Kinshasa, vous avez vu à Bujimaye, à Kananga. Ce sont temps, ils ne doivent pas aller dans d'autres provinces, il y a des projets. Et on voit que beaucoup de chantiers, c'est là aussi peut-être qu'ils doivent renforcer sur l'histoire de l'infrastructure, essayer
achever beaucoup de chantiers qu'on voit dans plusieurs routes et qu'on voit que quand même c'est un élément très important à prendre en considération, l'infrastructure. C'est l'infrastructure qui amène le développement dans les milieux ruraux ou bien dans les milieux urbains. Très bien. Ça. Professeur, 66 ans après, c'est la dernière question, 66 ans après l'indépendance, justement, quelle est votre évaluation de la gestion du pays? Moyen, mauvais ou bon? Non, sinon ça va. Ça va, mais... Le Congo va mieux. Va mieux. Bon, la phrase est très bien, va mieux. Ah bon? Oui, ça va mieux. Donc, en 60, de 1960... Jusqu'à aujourd'hui, je crois que... Le Congo s'est développé. Oui, mais non, le terme développé, c'est un peu fort. Mais c'est amélioré. C'est amélioré. D'abord, aujourd'hui, regarde autant des intellectuels dans ce pays. Intellectuels, effectivement, entre guillemets. Des gens qui ont des diplômes. Mais oui, mais sans boulot. Sans boulot. Non. J'ai dit, tu avais dit ça a développé. Oui, mais ça sert à quoi ce boulot? Non. Le problème, c'est que vous m'avez demandé la question si ça va mieux. J'ai dit oui. Vous voyez, d'abord au niveau de la formation, nous formons plus. Il y a maintenant beaucoup de gens qui étudient, qui ont été élevés. Pas des chômeurs quand même. Non. C'est pourquoi j'ai parlé de réévaluer les systèmes éducatifs. D'accord. C'est lié aux réalités du pays. Vous voyez les LMD ici, les LMD, c'est aussi un grand problème. Parce que les LMD, moi j'ai terminé à Paris en 1998, mais j'étais en 89 où cette histoire a commencé. C'était un espace européen. Et maintenant, nous les Africains, nous venons, nous les prenons, nous les plaquons ici. Et ça pose beaucoup de problèmes d'organisation et de fonctionnement. Vous voyez ça? En Europe, les enfants, par exemple, vous êtes dans un master professionnel. Vous savez très bien que vous êtes 6 mois dans les théories à l'université et 6 mois dans des entreprises et payés. Et ce n'est pas aller pour apprendre des théories là-bas, ça dit que vous sortez et vous êtes déjà professionnel. Ça dit comme un produit fini. On te donne un boulot, tu travailles. Mais ce n'est pas la même chose ici, nous manquons des entreprises. Et ce n'est pas pour autant qu'on envoie les gens dans les stages et les enfants vont aller encore payer $20 là-bas. Ce n'est pas normal comme ça. Vous voyez, ça pose des problèmes au niveau de la mobilité. C'est-à-dire au niveau de la cotation, au niveau de l'enseignement, ça pose toujours des problèmes. Mais j'espère peut-être avec le temps, il faut évaluer. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut réévaluer. Même pour la Constitution, c'est un élément important, c'est un organe important que nous devons l'adapter aux réalités politiques et sociales. Et c'est ça que, vous voyez, ce que je termine par là en disant qu'il ne faut pas qu'on réduise le changement de la Constitution à un élément simple lié au mandat du chef de l'État. Non. Même si un jour le président, tu sais qu'il ne sera plus là, qu'on voit que certaines dispositions a été liée à la réalité qui devait garantir des générations futures. C'est ce qu'il faut voir. C'est pourquoi ça a échoué, même pour hier, ça a échoué à cause de ça, parce que les gens ont réduit en disant que non, tout marchait parce que, tout journée morte parce que toute une constitution était non. Il fallait marcher pour dire que non, nos amis sont tués à l'Est, nous marchons parce que nous sommes contre l'agression, nous marchons parce que nous sommes contre la tuerie des bénis, nous marchons du soir comme ça. Mais il ne faut pas prendre ça à un mot vraiment très simple que non, nous sommes contre la Constitution, marchons, journée morte. Voilà la raison principale de l'échec. Effectivement, c'est ça la raison principale de l'échec. Le cible, l'objectif n'était pas bien préparé par l'opposition. Et vous-même aussi, quand vous regardez les gens on parle qui sont dans l'opposition, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment sérieux pour prendre le pouvoir actuellement et recommencer à tout ce que le président Tshisekedi est en train de faire parmi les gens là? Ah bon? Il n'y a personne? Il n'y a personne. Vous voulez parler de qui? Dis-moi, citez-moi les noms. Mais ce sont des gens qui ont quand même un niveau d'études. Parmi eux, des gens qui ont un niveau d'études qui ont de l'expérience politique et même professionnelle. Il y en a quand même parmi eux. Oui, non, je ne dis pas. Je ne dis pas que... Vous parlez de diplômes, des gens qui ont étudié. Non. On peut avoir un diplôme très haut, mais on n'a pas la pratique politique. Professeur... On n'a pas la pratique politique. On n'a pas la gestion du pays. Et tout, c'est pourquoi j'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas une flatterie. Moi, je n'ai pas... Il n'y a personne. Je n'ai pas l'habitude de flatter. J'ai dit,
vu la situation actuelle, sécuritaire, l'enjeu de l'Est, la situation, pour l'instant, nous devons d'abord laisser le président de la République terminer. Je ne vois pas quelqu'un qui, tout de suite là, il prend la rêne, il termine la guerre à l'Est. La preuve en est qu'il ne condamne pas. Même s'il doit aller au-delà de 2028. Pardon? Même si le président doit aller au-delà de 2028. Non, ça c'est notre. Ne me donnez pas. Je n'ai pas glissé dans l'histoire des prolongations du mandat. Je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, si on faisait les élections, la preuve en est que le deuxième mandat à 73, une forte légitimité. Et aujourd'hui, quand les gens ne veulent pas sortir, les gens ont saboté la journée morte. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils ont toujours confiance à lui. Voilà. Professeur voilà. Jean Omeonga, spécialiste en diplomatie, défense et sécurité. Il est aussi au département des relations internationales à l'université de Kinshasa. Il est directeur du centre de recherche des géopolitiques et géostratégie et développement durable, membre de l'Union sacrée de la nation et coordonnateur adjoint de C4. Des professeurs de l'université de Kinshasa. Des professeurs de l'université de Kinshasa. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été des nôtres, bien que vos collègues, certains de vos collègues sont un peu... Bon, on y reviendra. Non, mais ce sont des collègues qui sont dans les institutions. Oui, certains de vos collègues sont accusés d'être... de n'avoir pas l'amour, de ne pas aider le pays à décoller malgré la science qu'il possède. Donc, oui, bon, ça c'est des cas marginaux, des cas marginaux. C'est pourquoi nous disons au président de la République de réévaluer, de voir les gens qui travaillent, qui n'ont pas travaillé, ça on ne sait pas, ce n'est pas interdit à la Constitution. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut revoir comme ça. On peut y ajouter que non, mettons dans la nouvelle Constitution les mandats impératifs. Oui, mais vous avez été dans le mot. On peut mettre ça dans la Constitution. Vraiment. Alors ça fait comme une dissuasion. Parce que un mandat impératif, c'est-à-dire que bâtir pour 1 an et qu'il n'y a pas de résultats, on te retire. On te change. Voilà, ça va. De la Constitution, parce qu'il n'y en a pas de la Constitution. Vraiment. Voilà. C'était le professeur Omeonga que je viens de recevoir. Mesdames et messieurs, on va donc s'arrêter là. On espère qu'on va davantage recevoir les professeurs parce que ils sont de plus en plus rares à répondre à nos invitations. La plupart sont dans les bureaux climatisés, loin des médias. Ils fuient certaines questions, hein. Ils fuient de s'affronter aux journalistes. Mais le professeur Omeonga lui a pris quand même le courage de venir sur ce plateau. On espère qu'il ne va pas aussi nous abandonner pendant... abandonner le peuple. Les professeurs ne parlent pas des individus, ils parlent des idées. Il parle des idées et surtout, comme il est dit lui-même, il est du bon côté de l'histoire. Exactement. Voilà, on va se quitter par ça. Portez-vous bien. Au revoir.